Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole au Coach. La Parole au Coach, c'est un podcast qui est sous forme d'une conversation avec des coachs, managers, voire même directeurs techniques aujourd'hui, où on parle de parcours, de philosophie, d'ambition et effectivement d'autres sujets qu'on peut avoir au cours de la conversation. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un directeur technique d'un club montant, hein, c'est ça, hein, William. Tu es rentré dans le basket? Comment tu as rencontré le basket la première fois? Déjà, d'un point de vue, on va dire, général. Après, derrière, on va parler du coaching. Et après, on finira avec ce que tu fais actuellement. Comment tu es rentré dans le basket? Okay. En fait, moi, je suis rentré dans le basket assez jeune. Je suis rentré dans le basket, j'avais peut-être 9-10 ans. Okay. Et en fait, à la base, c'était pas un souhait. Je voulais jouer au foot. Okay. Et mes parents m'ont dit, ouais, t'es tout le temps malade, il pleut, tu vas pas aller au foot. Et en fait, dans ma famille, il y avait que mes cousins, mes cousines, tout le monde était au basket. Okay. Et du coup, c'est parti de là. Je me suis mis au basket et j'ai vraiment tout de suite, pris du plaisir dans ce sport. Et du coup, après, je l'ai plus lâché la balle orange. Je l'ai plus lâché jusqu'à maintenant. Donc voilà, depuis 10-11 ans, je suis sur les terrains. Et après, ça partait de tout. En fait, mes week-ends, c'était basket. Je restais dans les gymnases, je jouais, je regardais les matchs. Non, franchement, c'est devenu une passion. Passion, ouais, voilà. D'accord, très bien. De toute façon, pour en faire autant de temps, je pense que si t'es pas passionné, c'est compliqué. Hein. Ouais, il faut être passionné. Parce que les week-ends, on sait très bien, ouais, j'imagine. Ok, d'accord, très bien. Du coup, là, c'est un peu ton moment à toi, on va dire, où, à ta guise, si tu peux nous décrire un peu ton parcours, basketement parlant, parce qu'aujourd'hui, tu es directeur technique au Paris 14. Voilà. Après, moi, je te connais un peu personnellement, donc si tu pouvais un peu, on va dire, de manière synthétique ou même développer, hein, on a le temps, de décrire un peu ton parcours basketement parlant, en tant que coach, joueur, plus coach. En tant que joueur, j'ai fait un parcours, on va dire, lambda. Hein. J'ai fait catégorie championnat de France jeune, après pré-nat, senior, tu vois, ce type de choses-là. Et après, en fait, très vite, je me suis pris de passion pour le coaching. Okay. Dans le club où j'étais, on me disait, ouais, on cherchait du monde pour encadrer, etc. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Et en fait, après, j'ai passé mes diplômes de coach. Okay. T'as passé tes diplômes avant de commencer à coacher? Non, j'ai commencé à coacher. Quelle catégorie? J'ai commencé sur des U15-2. U15 départements. Okay. Tu vois, l'équipe 1, elle était en U15 région. Donc, j'ai commencé sur des U15 départements à Noisy-le-Grand. Voilà, donc j'ai commencé sur des jeunes en garçons. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, à donner, en fait, à pouvoir transmettre. Tu vois, la transmission, c'était hyper important pour moi. Après, de la base aussi, c'était mon poste de jeu, c'était meneur de jeu. Okay. Donc, tu vois, mettre en place des choses, etc. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir là-dedans. Et après, justement, j'ai enchaîné avec mes formations de coach. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, j'ai vu très vite que si tu veux coacher en région et autres, il faut avoir des diplômes. Ouais. Donc, malheureusement, c'est quelque chose où j'en parle souvent, c'est que pour moi, les diplômes, c'est pas tout. Et aujourd'hui, c'est tellement normé que tu te retrouves obligé de passer des diplômes si tu veux coacher à certains niveaux et passer des échelons, en fait. Malheureusement, sans te couper, moi, je trouve que le système des diplômes, entre guillemets, a aussi parfois freiné certains coachs qui étaient vraiment passionnés. C'est-à-dire que vu comment c'était fait, pour certains, c'était pas, parce qu'il y en a, ils ont un boulot à côté, c'était pas forcément facile pour eux de faire les formations, et que, il y a longtemps, c'était plus simple. Aujourd'hui, c'est devenu très complexe, les formations, je trouve. Ouais, aujourd'hui encore plus qu'avant, j'ai envie de dire, parce qu'avant, tu pouvais passer le BE1, même BE2, en continuant à ton boulot, quoi. Maintenant, aujourd'hui, tu veux le DE ou le DES, déjà pour que tu sois pris juste à la formation, c'est un parcours presque du combattant. Donc, ils ont voulu vraiment professionnaliser la chose. Pour moi, je pense que c'est intéressant, mais il ne faut pas que derrière, ça pose des soucis au club. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les coachs… surtout en jeune. En jeune, il faut qu'ils soient minimum DETB, ce qui a remplacé le CQP. Ou sur des catégories jeunes, championnat de France ou senior, si tu veux commencer à monter, il faut que tu aies au moins le DE pour que ça devienne intéressant. Mais le problème, c'est que comme ces coachs-là, du coup, ils en font leur travail. Leur gagne-pain, ouais. Et du coup, ils ne demandent pas les mêmes choses. Tu vois, tant avant, tu pouvais avoir des coachs à 200, 300, tu vois, entre guillemets. Aujourd'hui, les coachs, ils demandent des choses beaucoup plus élevées. Et du coup, pour les clubs, il ne faut pas que ça devienne à être un frein dans le développement des clubs. Beaucoup de clubs, du coup, font le choix de se dire, bon, on laisse tomber et on fait avec ce qu'on a.
Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui c'est très, très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc voilà, pour revenir, voilà, moi j'ai passé mes diplômes. Ensuite, je suis passé sur des. J'ai voulu essayer les filles, j'ai fait des U15 filles région. C'était hyper intéressant, formateur. Je pense pas que ce soit pour moi, mais c'est différent. C'est une autre approche en fait. C'est une autre approche. Et hyper intéressant, tu vois, mais je pense qu'il faut adhérer avec cette approche-là. Et les filles sont beaucoup plus dans le relationnel avec le coach. Et même dès le plus jeune âge. Tu vas le retrouver dans les catégories seniors, mais dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment plaisant sur certaines choses. Après, c'est d'autres aspects que tu vas pas avoir forcément en garçon. Elles sont beaucoup plus appliquées, beaucoup plus à l'écoute. Tu vois, dans les mises en place de systèmes et autres, elles sont vraiment là-dedans. Et après, après, je suis parti sur d'autres projets où je suis parti sur au PBR, Paris Basket Racing, avant qu'il y ait la fusion avec le Valois, où j'étais sur des U15 régions et des U15 France. Et après, tu étais coach des deux équipes? J'étais coach sur les U15 régions et assistant sur les U15 la France. Voilà, avec Fred, qui est aussi Fred Magotiad, qui est aussi à Paris 14. On se connaît depuis longtemps. Et après, en fait, quand il y a eu la fusion avec le Valois, nous, ça nous faisait trop loin. On avait vraiment monté un bon projet avec le PBR, ça commençait à tourner. Et puis, ça faisait loin. Du coup, on est parti sur Villemomble. D'accord. Donc là, c'est là Villemomble, du coup, club du 93. Club du 93. Nous, on était. Moi, je suis du 93, je suis de Noisy-le-Grand. Donc proche, et avec aussi l'aspect de vouloir développer ce département où des fois les structures peuvent manquer pour les jeunes, etc. Et c'est vrai que sur ce club-là, on a réussi à faire des belles choses, de U13 jusqu'à senior, où ils sont montés jusqu'en R2. Et puis après, avec toutes les équipes U15 France, U17 France. Donc vraiment une belle expérience. Et puis après, là maintenant, ça fait depuis 2 ans et demi maintenant que je suis au basket Paris 14. Donc en tant que directeur technique, et ça se passe bien. On essaye de structurer les choses. Je porte énormément d'attention aux coachs qui viennent encadrer nos équipes, parce que pour moi c'est important pour les jeunes. C'est pour moi même le nerf de la guerre aujourd'hui. Tu vois, les coachs qui vont encadrer nos jeunes. Et puis voilà, on essaye de se développer dans le basket parisien déjà. Et après, on essaye de devenir, entre guillemets, référencé au niveau régional déjà. Et puis après, avec la montée là, en National 3 de l'équipe Une Garçon, on va dire, c'est pas le Graal, mais c'est un petit plus. Ça permet de ponctuer, on va dire. Voilà, ça ponctue un travail ça ponctue un travail que l'on fait depuis un certain nombre d'années, même qui a été fait avant moi par Michael Allard, qui est maintenant à Nanterre. Donc non, franchement, ça se passe bien. Le club, il est vraiment bonne dynamique. Tu vois, c'est familial. Tu as pu être avec nous, parce que l'année dernière, tu travaillais avec Mike. Donc, tu as pu voir un peu comment fonctionnait le club. Et franchement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le dit souvent, c'est un peu une famille. Tu vois, les gens de Paris 14, et même ceux qui sont amenés à partir. Moi, personnellement, je peux en témoigner du coup, parce que j'ai fait l'aller-retour, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a toujours des bonnes relations. Voilà. Et même pour la montée où je suis passé. Tu vois, et franchement, on porte un vrai point d'honneur à l'humain, avant même le basketteur. Comme je disais, l'humain pour nous, c'est hyper important, parce que demain, ça reste une passion. Tu peux être amené à partir, pour soit jouer plus haut, soit coacher plus haut. Mais demain, voilà, si on se voit, il n'y a pas de problème. Tu vois, on est ensemble, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et on est aussi là pour les jeunes et pour les éducateurs à les développer. C'est-à-dire que demain, j'ai des coachs qui partent pour coacher plus haut. Je suis content pour eux. Et voilà, on a une philosophie, on a une trame sportive, et on essaye de rester fidèle à ça. Ok. Tu vois, qu'on est vraiment quelque chose où les gens ils se disent, ah, ça vient de Paris 14. Tu vois, oui, qu'on identifie facilement. Voilà, qu'on identifie facilement. Tu vois, à Villemomble, on faisait beaucoup sur l'agressivité. Tu vois, on est resté beaucoup. Pour moi, c'est une philosophie hyper importante, tu vois, pour rentrer un peu plus dans le développement du joueur, etc. Où on veut que les joueurs ils soient agressifs en attaque et en défense. Okay. Parce que pour moi, le basket, c'est un sport collectif. Mais c'est là où le rôle de l'individualité, elle est pour moi la plus importante dans tous les sports collectifs. Il faut que l'individu soit très bon, pour que le collectif soit au maximum de ses capacités. Nous, aujourd'hui, la trame, c'est ça, des plus petites catégories, et après ça évolue, on va dire, au fil du temps, mais c'est de développer l'individualité pour qu'elle puisse rentrer dans le collectif. C'est-à-dire, plus vous allez être fort individuellement, plus ça va être facile de rentrer dans le collectif. Quand je dis fort individuellement, c'est aussi bien offensivement que défensivement. Et quand on dit agressivité, c'est pareil, c'est offensif et défensif. On veut vraiment des gars qui se donnent en défense, qui soient vraiment prêts à aller au combat,
Et pour moi, la mentalité du joueur, elle est même supérieure dans un premier temps à ses qualités. Tu vois, les qualités, on va pouvoir les développer. Oui, parce qu'un basketteur, ça se développe dans tous les cas. Voilà, ça va se La développer. mentalité, c'est plus compliqué. Voilà, à partir du moment où tu as une vraie mentalité de gagnant, et donc ce que je dis au coach, on est vraiment un point d'orgue à développer ça. Dès le plus jeune âge, à être dans le combat, de savoir ce qu'ils veulent, de les développer aussi en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, tu vois, et que demain, ça devienne... En faire des hommes, quoi. Voilà, des adultes au-delà du basket, au-delà du sportif, il y a aussi cet aspect-là où on est quand même responsable d'une partie de l'éducation, on va dire. Et on a un rôle d'éducateur malgré tout. C'est-à-dire que demain, on sait très bien sur tous les joueurs qu'on va avoir. Aujourd'hui, là, le club, il a 752 licenciés. Aujourd'hui, on sait très bien que si tu sors un pro, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà exceptionnel. Cool. Mais par contre, demain, que les gens y reviennent parce que c'est des adultes accomplis et que par le basket, tu as pu transmettre des valeurs et un certain cadre. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, tu as un peu dévancé, tu as répondu à certaines questions que j'avais, enfin, une question principale que j'avais et tout. C'était, toi, en tant que coach, quand tu coaches encore, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'était quoi ta philosophie, justement? Je pense que tu l'as évoqué aussi, mais c'est quoi ta philosophie et comment, aujourd'hui, en tant que directeur technique, tu peux appliquer à certaines manières ta philosophie que tu avais en tant que coach? Est-ce que tu arrives vraiment à le transmettre à tout ton staff technique? En fait, moi, ma philosophie première, c'était il faut être bon en défense. D'accord. Tu vois, pour moi, c'est l'aspect défensif, pour moi, il est pas prioritaire, mais c'est prépondérant. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le basket reste un sport d'adresse. L'adresse, ça peut être très fluctuant d'un match à l'autre. Donc, à partir du moment où tu sais que tu peux tenir des équipes à moins de tant de points, déjà, tu as un baromètre. Exactement. Tu vois, ça veut dire que même si demain ton adresse elle n'est pas au summum, tu sais que si tu tiens l'équipe à tant de points, bon, même en étant pas bon, tu peux gagner. En étant moyen, ça peut passer. Maintenant, si tu es sur du, tu vois, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font j'en vois de plus en plus qui sont sur du run and gun. C'est vrai que c'est plaisant à voir, c'est hyper plaisant à voir, mais demain, si tu veux être vraiment compétitif, est-ce que ça peut tenir sur la longueur d'un championnat? J'ai des doutes, tu vois, mais après ça c'est vraiment ma philosophie et je me dis qu'aujourd'hui vraiment, tu vois, quand je parlais d'agressivité, défensivement, je veux que toutes nos équipes elles soient capables de défendre hyper dur, d'accord, et que là j'impose pas de consignes techniques et autres, mais vraiment c'est la priorité, c'est ça, voilà, développer l'agressivité défensive afin qu'on se dise que demain que tu défendes en indiv, en zone ou autre, tu aies cette agressivité là, tu vois, tu la perds pas. Et que tu aies envie de tenir ton duel. Aujourd'hui, la première chose qu'on veut, c'est que nos joueurs ils tiennent les duels. Tu vois, à partir du moment où ils tiennent les duels, bon, bah, déjà, c'est Est-ce que tu peux vulgariser de tenir un duel? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même qui sont dans le basket, parfois qui ne comprennent pas vraiment. Nous, quand on dit tenir un duel, c'est que ton vis-à-vis ne te fait pas dépasser. D'accord? Après, aujourd'hui, l'attaque, elle prend beaucoup le pas aussi sur la défense. Maintenant, quand on dit ne pas dépasser, il y a toujours un moment où peut-être le défenseur va perdre son duel, entre guillemets, et va être dépassé, mais tiens-le un maximum. Des fois, on donne des consignes techniques qui est de dire ne te fais pas dépasser en un seul dribble ou en deux dribbles. Essaye de tenir. Ou parfois, tu dis en 3 secondes. Voilà, avec des consignes de temps ou de dribble. Et après, c'est tout ce qui me plaît énormément aussi en défense, c'est tout ce qui va s'articuler autour. Quelle aide tu vas proposer? Est-ce que tu vas orienter ligne de fond? Est-ce que tu vas orienter dans l'axe? Qu'est-ce que tu vas proposer sur les écrans en fonction des équipes que tu vas avoir. Je trouve qu'il y a énormément de choix tactiques qui viennent de la défense. Exactement. Tu vois, et qui changent les matchs, généralement. Et qui changent des matchs. Tu vois, et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que j'adore cet aspect tactique au basket. Et pour moi, en défense, tu as un panel de choix défensifs que tu peux proposer et qui est hyper intéressant. Et même quand tu scoutes, tu vois, on le faisait beaucoup avec Mike. C'est vrai qu'en fonction des équipes, il arrivait vraiment, on échangeait ensemble, mais il arrivait à faire des choix défensifs sur tel ou tel joueur qui permettait, entre guillemets, voilà, d'avoir un temps d'avance ou de mettre en difficulté les autres équipes. Et franchement, pour moi, c'est hyper intéressant et je trouve qu'on l'utilise de moins en moins, surtout en Ile-de-France. Je vais parler d'Ile-de-France, où on est beaucoup, tu vois, moi je suis dans l'agressivité, mais on est que dans défense indiv. Et de temps en temps, c'est bien de donner aussi l'opportunité aux jeunes de voir qu'il y a d'autres aspects tactiques que tu peux mettre en place sans perdre cette agressivité défensive. Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pas parce que tu fais une zone
ou autre que tu dois perdre l'agressivité défensive. Exactement. Et même les variations défensives, je te rejoins absolument là-dessus parce que moi j'avoue que je base aussi mon coaching sur l'aspect défensif parce que l'attaque c'est très bien, mais derrière ce qui gagne des matchs généralement c'est la défense et les variations défensives, parfois on a des coachs qui vont avoir une défense qui fonctionne, qui vont faire que celle-là par exemple. C'est-à-dire que tu peux dominer en indiv et tu vas faire que de l'indiv tout un match. Il faut varier aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Après là où tu vois j'ai échangé dernièrement avec un coach où on parlait de ça et il a dit un truc qui pour moi est vrai. Tant que ça marche, pourquoi changer? Je suis d'accord avec toi, mais sauf que en fin de match, on s'habitue. En fait, tant que ça marche. En fait, je me dis, tant que ça marche, c'est vrai, pourquoi changer? Maintenant, tu commences à prendre un run et ça marche plus, ça peut être intéressant. Mais je me dis, donc pour toi, le marqueur, c'est le run. Le run. À partir du moment où il y a un run, tu changes. Tout dépend, tu vois, la physionomie du match aussi. Mais si tant que ça marche, tu es devant et ton équipe, elle est, on va dire, elle est sereine et tu vois, il n'y a pas de difficulté, pourquoi changer? Après, tout va dépendre du momentum du match. Parce que sortie de temps mort, par exemple, si le coach adverse, il voit qu'il est dominé sur lundi ou sur votre presse tout terrain et tout ça, il prend un temps mort. Est-ce que t'es pas dans ce genre de coach où tu vas te dire, tactiquement, je vais jouer aux échecs, et je vais dire, là, la prochaine défense, vas-y, on fait zone si tu veux et tout. Moi, j'aime beaucoup. Après, moi, personnellement, c'est ça que je voulais te dire, en fait, en si. En fait, ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve, tu vois, c'est là où je me dis qu'on a aussi notre rôle en tant que coach, tu vois. Et des fois, ça marche et ça marche pas. Et des fois, ça marche pas. Et c'est un pari, quoi. C'est un pari. Et des fois, tu vois, ce qui est dur, pour en parler avec beaucoup de coachs, c'est que moi, je suis dans mon coaching aussi. J'étais beaucoup dans l'échange quand je coachais des seniors. Donc, quand j'étais avec des seniors, ça me dérangeait pas tu vois, qu'un senior, ils me disent, là, sur le terrain, parce que c'est quand même eux les acteurs. Ils ressentent les choses. Voilà, moi, je sens le truc comme ça. Est-ce qu'on n'essaierait pas ça, coach? Même si on a, nous, le dernier mot. Et des fois, c'est vrai que, tu vois, en ayant parlé, des fois, il y en a, les joueurs, malgré tout, ils te testent. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, je le sens comme ça. Tu vois, je le sens comme ça. Mais si toi, tu prends pas leur option et que ça marche pas, ils vont se dire, bah, tu vois, je t'avais dit. Mais par contre, les fois où tu as choisi ton option et que ça marche, eux, par contre, ils ont du mal à reconnaître que le coach, il a pris la bonne option. Et des fois aussi, tu gagnes des groupes comme ça. C'est-à-dire que des fois, tu as des groupes où c'est toujours dans, ah, mais il fallait faire comme ça. Le coach, il a pris cette décision-là. Ça a marché. Et là, tu gagnes le groupe. Et à partir du moment où tu as le groupe derrière toi aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Ouais, et après, comme je dis aussi au coach, on est beaucoup dans l'échange, tu vois, que ça soit, on fait des réunions de coach. Et je leur dis d'être dans la même dynamique avec les joueurs. Surtout en équipe senior. Surtout en senior. Voilà, pour moi, en senior, c'est primordial d'échanger. Mais parfois, tu peux te tromper aussi, hein, en acceptant ce que les joueurs te disent et tout ça. Parce que, ouais, on fait des systèmes. On veut jouer libre. Toi, tu sais très bien qu'il va pas jouer libre parce qu'ils n'ont pas, tu vois, les fondamentaux, des choses comme ça et tout. Et puis, en fait, les joueurs, ils vont avoir ce qui frustre les joueurs, c'est de se dire, ouais, on aurait pu faire ça, ou on aurait pu faire ci. Mais le coach, on est dans la même dynamique qu'eux. C'est même pire pour le coach. Tu vois, nous, on est là dans la remise en question perpétuelle. Ah, si j'avais ça, les soirs de match où t'as pas gagné, bah, tu dors pas bien. Exactement. Tu vois, tu te dis, ah, mais en fait, j'aurais dû faire ça. Et eux, ils se remettent pas en question sur eux, leurs défauts. C'est-à-dire, j'ai joué que 3 minutes ou 4 minutes. Ah, c'est la faute du coach. Mais pourquoi tu as joué 3 minutes? Voilà. Bah, pourquoi tu as joué 4 minutes? Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des coachs qui le font. C'est prise de stats, vidéo. Comme ça, moi, on est tranquille. Franchement, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a plus de débat. On est tranquille. Tu vois, il n'y a plus de, tu fais 2 sur 3, 2 sur 8. Et voilà, ça y est, c'est factuel. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément le basket, il se développe aussi beaucoup avec ça, avec les datas. Beaucoup de data, ouais. Aujourd'hui, énormément de data. De toute façon, c'est le futur du monde, hein, la data. Je pense que c'est le futur du monde. Après, comme je t'ai dit, nous, on reste quand même sur l'humain. Après, aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce que tu regardes? Parce qu'aujourd'hui, les stats qui sortent, même sur les niveaux, on va dire les niveaux semi-amateurs, semi-professionnels, pardon, qu'est-ce qui ressort dans les sites? C'est le nombre de points. Tu vas pas avoir toutes les stats. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, mais parce que pour moi, les stats les plus importants, c'est pas les points ou enfin, c'est pas les plus importants. Comme tu dis, c'est malheureux et franchement, c'est un des mots du basket, c'est de se dire que les joueurs aujourd'hui, ils regardent quoi? Ils regardent les highlights, qui a scoré. Dans les highlights, ils ne montrent que les scoring. Dans tous les cas, sur FBI, par exemple, enfin, comment ça s'appelle? l'e-mark. Ouais, l'e-mark. Qui disent quelles stats sont prises, c'est que les points. Que les points. Donc le joueur, à la fin du match, quand on va voir la fin du match, il va voir que ses points. C'est ça. Et le problème, c'est faire un très bon match, il a marqué 0 points, il va être exactement. content. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont énormément de mal à se dire. Et j'essaie de le faire comprendre, surtout sur les catégories U17, U20. Tu vois, là, on a des U20 en super élite qui prétendent à jouer à un certain niveau. Et c'est très bien, ils ont raison d'avoir des rêves, des objectifs, etc. C'est important. Je pense que c'est hyper important. Mais il faut qu'ils soient aussi
réalistes de leur niveau et de ce qu'ils peuvent apporter. Aujourd'hui, tu vois, quand je fais les entretiens avec des U20, je leur dis, mais pourquoi un coach de N3, où tu dis que tu peux jouer en espoir ou en N2, pourquoi il va prendre un muté comme toi? Qu'est-ce que toi, tu lui apportes de plus que le joueur qu'il a lui? Déjà chez lui. Ou qu'un autre, tu vois. Est-ce que tu es fort à la passe? Est-ce que tu es fort au scoring? Tu vois, tu peux pas être fort partout. Et en fait, aujourd'hui, les role players, pour moi, ceux qui acceptent d'être un role player, sont un très bon défenseur, soit un très bon rebondeur. Et de se dire, bah, personne ne prend des rebonds mieux que moi, bah, tu as plus de chances d'être pris qu'un mec qui met 10-12 points par match, parce qu'il y en a 25 comme lui. Exactement. Mais ça par contre, les jeunes, par exemple, ils regardent beaucoup la NBA, je trouve, mais ils s'en rendent pas compte. Par exemple, pour les playoffs, pour prendre l'exemple des Lakers, c'est une équipe remplie de role-players. Exactement. Que des mecs, ils ont accepté, ils ont embrassé leur rôle. Ils ont, comme tu dis, ils font que ça. Voilà. Ils savent qu'ils doivent prendre des rebonds, ils savent qu'ils doivent faire la passe à LeBron, ou ils savent qu'ils doivent faire la passe à Anthony Davis. Et ils le font. Et c'est tout. Et si après un match où tu vas voir un Hachimura qui va finir à 25 points, il va le finir une fois. Exactement. Et c'est tout. Après, il y aura un autre role player qui va le faire. Aujourd'hui, eux, ils voient les stats, les joueurs aujourd'hui, ils veulent que les points. Les points, les points, les points. C'est malheureux, malheureusement. Et toi, j'en parlais avec Mike, et les réseaux sociaux. Ça nous tue, ça nous complique la tâche énormément. Ça nous aide pas du tout. Franchement, en tant que coach, ouais. Après, franchement, c'est très compliqué parce que les joueurs, ils voient quoi? Que les highlights, comme je te disais tout à l'heure, que ces choses-là. Et derrière, bah, ils vont préférer aller jouer contre même des joueurs moins forts, mais pour faire des highlights, juste pour faire des highlights, montrer et vous mettre sur leurs réseaux sociaux. Et ils vont se dire, et puis ils vont avoir des followers, des machins, des trucs. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité du terrain et des niveaux pré-nat, N3, N2, bah, c'est pas comme ça. Et les coachs aujourd'hui, même si je trouve qu'il commence à y avoir un petit changement où on voit des coachs de plus en plus jeunes arriver à ces niveaux-là, et je trouve que c'est hyper intéressant, un renouveau de coach, on va dire. Ils sont pas là-dessus. Parce que le basket a évolué aussi. Le basket il a énormément évolué. Il a énormément évolué et tu fais bien de le dire parce que effectivement, en France surtout, vu qu'on est en retard sur pas mal de choses, on avait du mal aussi à accorder comment on appelle ça, donner des chances à certains jeunes. On confondait expérience et compétence. Effectivement, il faut de l'expérience, mais pour acquérir de l'expérience, faut avoir une occasion. Et beaucoup de jeunes coachs l'ont prouvé, du coup, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire le boulot. Et ce problème-là, on l'a aussi bien pour les coachs que pour les joueurs. Tu vois, je trouve que la problématique des coachs est la même que les joueurs. C'est-à-dire que le jeune coach, bah, les clubs vont avoir du mal à leur donner sa chance. Et les jeunes joueurs, pareil. Là, si on part sur des niveaux un peu plus professionnels, tu vois même les meilleurs espoirs. Allez, je parlais avec Julien Zoa, que tu connais, qui me disait il y a peut-être 2% ou 3% des espoirs qui ont derrière un temps de jeu conséquent. C'est ça. C'est vraiment parce qu'on est obligé de faire jouer les espoirs qu'on les fait jouer, quoi. Et quand on met sur la feuille de match. On veut pas, on comptait pas les espoirs qui sont juste pris en bout de banc et qui vont pas rentrer ou qui vont rentrer dans le garbage time ou quand le match il est vraiment plié. Et même malgré ça, tu vois, la dernière fois, je voyais un match c'était Monaco. C'était Monaco en Coupe de France. Contre l'Asvel, je crois qu'ils sont à plus 20 ou plus 25. Et il y a un espoir, tu vois, ils sont à plus 25 peut-être à 3-4 minutes. Le match, il était déjà plié, tu vois, et le petit, il rentre à 1 minute 30. Donc, après, on ne connaît pas la vie de groupe, etc. Donc, tu vois, oui, mais on voit quand même. Tu vois que c'est quelque chose qu'on a vu tout le temps, quand même. Tu le vois tout le temps, en fait. Tu le vois très souvent. Et c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, tu vois, en Pro B, on laisse de plus en plus la place aux jeunes. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je trouve que c'est super. C'est une très bonne chose parce qu'au moins les jeunes déjà ils se développent, ils n'ont pas hâte parce qu'en fait la conséquence de ça c'est que beaucoup de jeunes se sont dit tu sais quoi, je vais m'inscrire à la draft, alors parfois ils ont même pas le niveau. Ouais, mais c'est le problème. Regarde, je regardais une interview je sais plus en tête qui c'était, il disait regarde Malédon, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, quelle évolution on voit sur ce joueur là, tu vois. Alors que c'est un joueur, c'est intéressant en Europe, Euroleague, des choses comme ça, ça aurait pu être un vrai bon joueur. Oui, voilà, un vrai prospect à la main. Tout le monde te disait ça va être sans faire de comparaison, ça va être le nouveau Tony, ou tu vois. Et aujourd'hui, on a ce problème-là où les jeunes, ils veulent aller beaucoup trop vite. Et parce que les profils comme lui en NBA, il y en a, il y en a plein. Il y en a 1000. Il y en a plein. Et tu vois, et tu vois la différence d'un Doncic qui lui a dominé partout avant. Tu vas en NBA, bon. Il est déjà mature. Voilà. Il arrive en NBA, il est mature. Un Victor, heureusement que c'est pas présenté l'année dernière. Tu vois, là, il se présente cette année. Il a raison. Il fait une année mais extraordinaire. Mais le problème, c'est que les jeunes, ils ont beaucoup de mal. Mais pour revenir, tu vois, sur le discours, c'est que c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a du mal à donner la chance aux jeunes,
Après, que ce soit coach et joueur. Maintenant, après, c'est vrai qu'on a nous moins à notre niveau, mais je pense qu'il y a des obligations dans les clubs, tu vois, de résultats qui font que, tu vois, où ils ont une pression et ils se disent, on va prendre quelqu'un de référencé. Oui, comme ça, au moins, le risque est moindre, on va dire. Le risque est moindre et au pire, si ça marche pas, ouais, mais t'as vu, on a pris un coach, Oui, tu vois, qui avait 50 ans, qui était référencé, qui il connaît n'y le aura pas truc. d'excuses. Voilà, pas d'excuses. Sinon, ils vont lui dire, ouais, mais t'as pris un jeune coach, tu vois. Ouais, tu t'es gonflé au départ. Et au final, je trouve que c'est bien que ce renouveau, en plus dans le basket francilien, je trouve qu'il y a de plus en plus de. Je trouve qu'il y a un nouvel élan. Ouais, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est hyper bien. Je suis content. Je suis content de voir ça. Et moi, comme je dis, tu vois, j'essaye de donner la chance à un maximum de coachs. Et après, on veut vraiment que ça continue de se développer. Et puis, ils amènent autre chose. Comme tu disais, le basket, il a énormément évolué. On n'est plus sur deux big men, du post-up, du post-up. Aujourd'hui, c'est limite très compliqué de jouer avec deux big men. Ouais, c'est impossible. Ça devient compliqué aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas défendre, les mecs. On va sortir sur pick and roll. Ils vont aller les chercher sur du pick and roll, du pick and pop. Et puis sur le jeu de transition, si les mecs ne courent pas aujourd'hui, il y a un aspect athlétique qui s'est vraiment énormément développé. C'est ça. En fait, la répercussion qu'il y a eu sur la NBA, la FIBA et l'Euroleague et tout ça, nous, on commence à le recevoir à notre niveau là. Et on se rend compte que aujourd'hui, il y a plupart des joueurs, même en pré-nat, ils vont à la salle 2-3 fois par semaine. Ouais, alors que c'est des joueurs pré-nat, tu vois. Genre... Ouais, ceux qui vont dominer, déjà athlétiquement, il faut qu'ils soient en forme. Et c'est vrai que tu en as de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, c'est plus. Moi, je parle pas à mon époque, mais des joueurs qui allaient se matcher. Dans les équipes, tu en avais allé 2, 3. C'est ça. Tu vois, tu n'en avais pas 10. Aujourd'hui, tu as une équipe entière presque. Une équipe entière, même les meneurs, ils montent sans problème, tu vois. Et tu en parlais d'ailleurs de l'aspect préparation physique lors d'un de tes podcasts. Et je trouve que c'est vrai que la préparation physique, aujourd'hui, elle est prépondérante. Exactement. Et moi, je suis content d'un côté, justement, parce que c'était quelque chose qui était un peu négligé à une certaine époque. À des niveaux amateurs, évidemment, hein. Mais c'est quelque chose qui était négligé, qui était en fait tu vois, la petite préparation de merde que tu fais en août, comme pour tout le monde et tout ça. Et je trouve que c'est bien que ça revienne un peu, parce que, en fait, ça évite des blessures, on peut prévenir plein de choses. Et même parfois, on a des joueurs qui arrivent seniors et qui sont pas développés d'un point de vue, on va dire, athlétique, qui savent pas courir, qui savent pas s'arrêter, qui n'ont pas des bonnes postures et tout. Donc, c'est une bonne chose que ça commence à revenir un peu. Non, franchement, c'est bien, et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, dans tous les sports que tu vas faire, être prêt physiquement, ça facilite. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple après pour exécuter. Beaucoup plus simple d'enchaîner beaucoup de choses. Et après, il y a beaucoup de répétitions. Tu vois, beaucoup de répétitions, ça repart, ça revient. L'aspect athlétique aujourd'hui, il est primordial, mais il ne faut pas que ça en délaisse l'aspect tactique du basket. Et technique. Il reste pour moi technico-tactique, tu vois. Pour moi, c'est en fait, pour moi, le basket, c'est technico-tactique. Et le sport, où tu obliges à être dans le côté athlétique. Exactement. Et c'est vrai que, et tu vois, justement, on est presque passé d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs athlétiques. Et tu as de moins en moins de joueurs qui ont développé le QI basket. Qu'est-ce que je vais faire sur un écran, tu vois, sur mon pic. Qu'est-ce que la défense propose. Exactement. Et qu'est-ce que je dois adapter comme situation. Et là, pour les mettre dedans, tu vois, je te refais le lien avec le passage entre U17, U20 senior, c'est beaucoup là-dessus en fait. Parce que des joueurs qui sont athlétiques qui vont gagner leur 1 contre 1, t'en as plein. Et en Ile-de-France, encore plus. Moi, j'en veux à la catégorie U20 en fait, moi personnellement. Parce que je pense que c'est une catégorie qui a retardé, la maturation de certains jeunes. Parce qu'avant, on avait U17, t'enchaînais senior. C'est vrai, hein. En étant U17, tu faisais déjà des entraînements avec des seniors de temps en temps. Et quand tu arrivais en senior, tu avais un mur. C'est ça que ce mur-là, il durait 1 an. Après, derrière, tu avais le temps de te redévelopper. Et c'est sûr que... Alors que là, U20, en fait, tu es jeune pendant longtemps et tu as toujours le même style de jeu. C'est-à-dire que on défend tout terrain, machin et tout ça. Sauf que du coup, là, ils ont pas... En fait, ils sont vraiment dans le... Effectivement, d'un côté, c'est bien aussi pour les jeunes qui veulent développer leur agressivité sur 1 contre 1. Mais on est beaucoup dans ce basket run and gun, entre guillemets, exactement. en U20. U20. Et en fait, le gap entre senior et U20, il est grand, il est énorme. Il y a un fossé, en fait. Parce que le jeu U20 ne te permet pas, pour moi, ne te permet pas de te préparer au senior. Non, le jeu U20, il ne te prépare pas à ce que tu vas avoir. Tu vois, nous, on a des U20 qui ont joué avec les seniors en N3 ou même en R3, tu vois. Et on voit que même s'ils sont dominants des fois en U20, et ben dans ces catégories-là, c'est pas la même chose. Même juste en R3, tu vois. Et pour moi, la catégorie U20, c'est une catégorie qui doit être complémentaire avec la catégorie senior. Pour moi, les meilleurs joueurs,
ils doivent être capables de jouer dans l'équipe senior du club où ils sont en U20, tu vois. Et nous, la passation qu'on veut faire, c'est que justement, comme là, on monte en R2, nos U20, ils doivent être capables de jouer en R2. Ou notre U20, il doit être capable de jouer en N3. La catégorie U20, c'est un plus. Ça lui permet de faire 2 matchs, 4 entraînements semaine. Et même si tu n'as pas été pris dans un centre de formation, au final, tu vas être dans une structure qui te permet de t'entraîner 4-5 fois par semaine. Et à un niveau plutôt intéressant. Et à un niveau intéressant. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est difficile à faire comprendre pour certains. Parce que c'est vrai qu'ils voient des paillettes, tout le monde. Mais comme je leur dis, des fois, c'est mieux d'arriver à maturité avant de partir. Et je leur dis, si tu fais une bonne année en N3, tu as même des joueurs de N2, je te donne des exemples de joueurs de N2 qui sont à 4, 5, 6 points de moyenne. Ils se disent, pourquoi je veux redescendre en N3? Ils ont peur que redescendre d'un étage, ça les bloque dans leur progression. Alors que être à 4, 5 points en N2, pour moi, c'est peut-être même plus intéressant de revenir en N3. Et tourner à 20 points. Et tourner 20 points ou d'entre guillemets, d'avoir un vrai rôle dans une équipe. Un vrai rôle de leader. Soit un rôle de leader, pour pas qu'on reste sur, comme on a dit, les statistiques, mais un rôle de leader qui te permet de t'affirmer et peut-être de sauter un gap. Exactement. Parce que limite, tu peux remonter avec ton équipe et pour le coup, être en N2, avoir un vrai rôle de leader. Tu vois, un vrai rôle de leader. Et du coup, ça, c'est pas la même chose. Tu changes tout de suite Et en fait, tu vois, c'est ce que j'avais fait quand on était à Villemont, où j'avais pris beaucoup de joueurs qui étaient en prénat ou en N3, qui avaient eu du mal à s'exprimer et qui étaient revenus jouer, reprendre confiance et derrière, ils ont pu repartir. Tu vois, repartir. Donc, je pense qu'il faut pas que les joueurs ils aient peur de, tu vois, de un an faire un, tu vois, de peut-être même redescendre d'une catégorie, tu vois, d'un niveau. Et je pense que demain, c'est pas ça qui va t'empêcher de, tu vois, de. À la limite, c'est comme reculer, enfin prendre l'élan pour mieux avancer. Ouais. Et, franchement, moi je pense qu'il faut qu'ils comprennent ça. Mais aujourd'hui, franchement, tu vois, pour en parler avec les coachs, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile à faire comprendre. Et tu as même des gens qui préfèrent, tu vois, on a tous connu ça. Tu as des joueurs qui préfèrent dire je joue en U15 France et être le 10e homme et jouer 2 minutes. Pour les joueurs en U15 régions. En U15 régions et de dominer, tu vois. Parce que en fait, on est beaucoup dans une société les jeunes, ils disent les caméras là. En fait, c'est vraiment le truc où ils veulent juste dire que je joue en France. C'est ça. Aujourd'hui, on est beaucoup dans du paraître, tu vois, et ça revient à ce qu'on disait, les réseaux sociaux. On est beaucoup là-dedans. Et tu vois, les gens, ils peuvent faire dire ouais, je suis en N1, alors qu'en fait, il fait le banc de la N1 et il joue 2 minutes. Ou même pas des fois. Et finalement, en fait, ils jouent avec leur prénat ou leur équipe 2 en N3, tu vois. Donc au final, est-ce que ça aurait pas été mieux de dire je fais pas les entraînements N1, mais je suis dans une N3 où j'ai un vrai rôle et je m'affirme en tant que leader. C'est ça. Aujourd'hui, et ça part dès les catégories jeunes. Et c'est même plus gratifiant, je pense. Hein. Ouais, c'est gratifiant, mais on est toujours dans ce combat de leur faire comprendre. Ceux qui arrivent à le comprendre, je pense qu'ils passeront un cap. Et comme je t'ai dit, déjà, pour sortir des joueurs, même à ce niveau-là, N2, N1, Pro B, si on en sort 2, 3… c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une réussite. Déjà là, justement, je vais revenir un peu sur ton rôle de DT. Est-ce que tu l'as déjà été déjà? Est-ce que tu l'as été déjà DT ou pas encore? Non, c'est la première fois. Ok. Bah du coup, par rapport à ça, moi j'avais posé une question. Vu que tu as été coach pendant de très longues années et tout ça, aujourd'hui, c'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi les différences que tu as pu relever en tant que DT? Enfin, la différence en tant que DT et coach, par exemple, que tu as pu relever là ça fait 2 ans que tu es à Paris 14. Non, en fait, je trouve que c'est un aspect différent. Je prends énormément de plaisir à le faire parce que j'aime beaucoup l'échange. Et je trouve que déjà, tu vois, tu échanges avec plus de coachs que quand tu es juste coach. Parce que quand tu es coach, même si tu es dans un club, tu as moins de temps. Tu es dans ton équipe, tu es dans la préparation de ton équipe. Et là, le fait d'être directeur technique, tu échanges avec tous les coachs en fait. Donc, alors que des fois, si tu étais juste coach, tu aurais échangé peut-être qu'avec ton directeur technique. Et encore des fois, dans des clubs, il n'y en a pas. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant, tu vois, d'échanger, de proposer des choses. Et c'est surtout, c'est l'aspect humain, en fait. Je trouve l'aspect humain et de voir, parce que je ne suis pas hyper directif. C'est-à-dire qu'on a une trame sportive, on sait où est-ce qu'on veut aller. Tu vois, vous avez défini vos besoins. On a défini nos besoins, on veut que les gamins, au sortir de U11, ils savent faire ça, au sortir de U13, ils savent faire ça, etc. Un cahier de charge défini. Voilà, quelque chose de défini. Mais par contre, je ne vais pas dire à un coach, oriente ligne de fond. Ou oriente dans l'axe. Ou fais ça, tu vois. Mais c'est super important ça. Moi, je trouve que cette flexibilité, entre guillemets, ça laisse la place au coach d'exprimer sa philosophie aussi. Voilà, et je veux que les coachs, je veux qu'ils s'expriment. Et je trouve que c'est hyper aussi enrichissant pour les joueurs. Parce que tu vois, un joueur, s'il voit tout le temps le même coach,
Bah, au final, il va faire tout le temps la même chose. C'est ça. Il voit un autre coach, il voit une autre façon de travailler. C'est hyper intéressant. Après, oui, des fois, il faut recadrer certaines choses et redéfinir certaines choses. Mais les coachs, je veux qu'ils expriment leur façon d'être, tu vois, leur façon de coacher, leur façon de voir les choses. Tu vois, moi, je dis que pour moi, la défense, c'est hyper important. Et les coachs, ils sont plus dans se dire, bah, l'attaque, je veux développer à fond. Mais derrière, ils savent que voilà, dans le cahier des charges, on veut que défensivement, ils savent faire ça. Exactement. Ils savent faire ça. Donc non, et pour les joueurs, en fait, je pense aussi beaucoup aux joueurs. Et les joueurs, c'est hyper intéressant de voir différentes philosophies de coaching. Parce que ça les fait développer. Ça les développe, tu vois, ça les développe dans beaucoup de choses. Mais après, oui, on a une trame commune qui fait qu'il y a des choses qui évoluent d'une catégorie à l'autre. Et voilà, après, on essaye de faire en sorte d'être le plus compétitif possible, mais en les développant le mieux aussi pour eux. Parce que c'est aussi, tu vois, ça reste quand même des projets individuels dans du collectif. Exactement. Tu vois, les joueurs, on essaye de leur expliquer, mais et des fois, tu vois, ils se disent, ouais, mais vous mettez en avant tel joueur. Mais non, en fait, c'est juste que le projet individuel de tel joueur doit rentrer dans ce collectif-là. Et comme je te dis, toi, si tu n'acceptes pas ce rôle-là, bah, peut-être qu'il faut que tu ailles voir ailleurs. Peut-être juste, tu vois, peut-être que ça ne correspond pas, en fait. Ouais, des fois, le fait d'aller voir ailleurs, ils se disent, ah, mais en fait, c'était pas si déconnant ce qu'ils nous proposaient. Voilà, peut-être que je vais revenir, en fait. Peut-être que, tu vois, et donc, nous, on bloque personne et on veut que les joueurs ils puissent s'exprimer au meilleur niveau possible auquel ils puissent prétendre, tu vois. Si on peut leur proposer la même chose chez nous, ben, on va faire en sorte qu'ils restent chez nous. S'ils peuvent pas, et ben, avec grand plaisir, tu vois, on travaille avec Nanterre, club partenaire, si on a besoin. Et tu vois, même ces choses-là, pour les coachs de chez nous, tu vois, ils peuvent avoir accès aux entraînements des pros de Nanterre, s'ils veulent des espoirs. Donc, plus tu vas être curieux en tant que coach, plus tu vas progresser. Plus tu vas prendre de l'information, en fait. C'est bien capter de l'information et après, fais entre guillemets, toi, ta façon de coacher. Et en fait, moi, je suis beaucoup là-dedans. Tu vois, on fait des réunions techniques, etc. Et franchement, c'est un bonheur de pouvoir et transmettre aux jeunes et échanger avec les techniciens.